Mesdames, Messieurs, bienvenue dans notre hebdo-journal dont voici les titres. Nous parlerons donc de la nuit européenne des musées. Ensuite, nous irons au festival Zik en stock. Nous ferons la visite des internes au centre hospitalier. Et nous irons à la réception des signaleurs. Ensuite, à l'Assemblée générale de l'AMFR. Nous ferons donc la visite de la ferme Aignan à Croix-Caluillou et une petite brève avant de pénétrer dans les archives de Beffroi Vision. Mesdames, Messieurs, bonjour. Pour notre premier sujet, donc, la nuit des musées. Qu'est-ce que c'est que la nuit européenne des musées? Bon, un peu d'histoire peut-être. La nuit européenne des musées est tout simplement l'ouverture exceptionnelle, simultanée et le plus souvent gratuite de musées européens durant une soirée afin d'inciter de nouveaux publics, notamment les familles, les jeunes et les plus défavorisés à se rendre dans les musées. Et pour la 19e édition, le musée Matisse ne s'est pas mis en retrait et a ouvert ses portes et accueillir du public pour leur offrir des activités inhabituelles. Madame Sophie Leflamand, directrice adjointe au musée, répond à nos questions. Reportage François Capelli. Bonsoir, ce soir c'est la nuit des musées. Donc le musée est ouvert à tous jusqu'à 23h. Nous proposons des visites guidées sur les 3 collections que nous avons, Matisse, Thériade, Herbin. Également des ateliers, donc les enfants peuvent venir et à tout moment s'installer pour faire du dessin, de la peinture, avec une médiatrice qui les accompagne et qui les conseille. Et puis, nous avons des concerts à chaque heure. Donc, depuis 18h, nous avons un concert, donc un récital de piano et de soprane. Donc, le prochain est à 20h. Nous en avons un à 21h et à 22h. Et un en particulier qui porte sur Thériade, ce collectionneur et éditeur d'art d'origine grecque, à qui le musée doit une grande partie de ses collections, toutes les œuvres de Miro, de Giacometti, le Picasso, le tableau de Chagall, de Fernand Léger. Il pleura chaud de larmes sous un acacia. Dis-moi pourquoi tu pleures, mon joli crapaud. C'est que j'ai le malheur de n'être pas beau. Sur les bords de la Seine, un crapaud il y a qui chante à perdre haleine dans ce charabia. Dis-moi pourquoi tu chantes, mon vilain crapaud. Je chante à voix plaisante, car je suis très beau. Des bords de la Marne au bord de la Seine, avec les sirènes. Alors c'est une nuit des musées particulière pour nous parce que effectivement, dans une semaine, le musée fermera pour une année. Nous dirons au revoir au musée la semaine prochaine. Le week-end des 20 et 21 mai, le musée sera gratuit pour tous durant les 2 jours. Et à 18h, nous fermerons solennellement la porte du musée. Nous ferons un tour de clé. Et puis, le chantier prendra toute sa place pour une réouverture en juin 2024. Oh,
Alors pour le moment, toutes les pièces ne sont pas vides. On a une partie seulement du musée qui est vide, mais dès le lundi 22, on va commencer à décrocher et on mettra quelques jours à vider le musée. Toute la collection Matisse, ou presque, partira en Chine pour 2 expositions. Donc on sera effectivement dans un musée où il n'y aura plus d'œuvres, sauf dans les réserves où elles seront à l'abri, et avec toute la collection Matisse, 290 œuvres qui partiront en Chine. Alors je ne peux pas vous dire quel effet ça fait, j'attends la semaine prochaine, mais je pense qu'entre le tour de clé dimanche à 18h et le décrochage des œuvres à partir du lundi 22 mai, ça va être effectivement assez riche en émotions. Allons donc au festival de Zik en Stock. Pendant 3 jours, le Cateau Cambrésis a vibré au décibel de Zik en Stock. 19 groupes ont fait le show. Une tête d'affiche qui a conduit au summum des rythmes tant attendus, c'était Marcel et son orchestre qui ont fait chavirer le public. Néanmoins, ce festival a été un très grand succès. Retour sur le festival avec le reportage de Claude Delcourt. Monsieur le président de Zik en Stock, l'émotion du moment. Elle est pleine de joie, mon émotion. Quand vous voyez tout le monde réuni autour de l'événement, elle peut être que pleine de joie. Voilà. En tout cas, merci à tous les Catésiens qui sont venus parce que ça fait plaisir d'être soutenus quand même de cette manière. Merci à la municipalité, merci à tout le monde en tout cas. Voilà. C'est génial, moi j'adore le punk, j'adore la gauche, j'adore tout, le parti communiste, tout, c'est génial. On se fait plaisir ici au Zik en Stock. Hein. Quoi? Toi t'aimes pas? Mais moi c'est un pèlerinage ici. T'as quoi? C'est un pèlerinage ici. C'est un pèlerinage. Moi ça fait 10 ans que je viens ici. Tout pareil. Et le Zik en Stock pour moi c'est comme les pèlerins qui vont à Lourdes. Pour moi Zik en Stock c'est tous les ans le rendez-vous des seigneurs et il n'y a pas mieux, y a pas mieux. Dans tout le... C'était génial. Bah, c'était énorme. Ça envoie de la disto à mort, c'est génial. Ouais, j'ai mal au crâne, j'ai pris un coup de boule dans la gueule, mais c'est ça qu'on veut. Mais c'est ça qu'on a envie de voir au Zik en Stock, des coups de tête dans la tête. Des coups de tête. Des coups de Rangers. Des coups de Rangers, ouais. Tout. Des crêtes de toutes les couleurs. Des crêtes, ouais, c'est ça. C'est vrai, non? C'est ça, ouais. Allez. Ouais, bah désolé. Hein, après, on peut toujours s'arranger. Hein. Y en a qui ont des sous, il y en a qui ont pas de sous. Hein, ouais, un bon coup de boue, ça coûte pas cher. Hein. Ouais, bah écoute, même la Montana, ça coûte cher. Hein. Ouais, c'est vrai. Allez.
C'est messieurs, merci beaucoup, bonne soirée. Merci, Alors Bernadette, qu'est-ce qu'on pense de Zik en stock? Oh, c'est super. Et je voulais pas mourir idiote. Là, pour ma première année de retraite, j'en profite. C'est super. Je reviendrai l'année prochaine un peu plus sophistiquée, avec une belle crête. Ça ira. Merci. Elle est réussie, mais elle manque un peu de couleur. Hein. Il manque de la couleur, mais bon, l'année prochaine, on fera mieux. Voilà. Olivier aussi, content d'être là? Ah ouais, c'est génial, on passe une super soirée. Et c'est vrai que pour une première depuis 2005, c'est génial. Et l'an prochain, on viendra encore plus coloré pour vraiment faire la fête encore plus. Toujours les mêmes, c'est sûr, à gauche, à droite, police à la poudure. Préparez quand tout vend des solutions, on vend des problèmes, on vend des solutions. Plus vite, mon gars, on s'en passe des chaînes quand on ne bouge pas. Plus vite, mon gars, plus croire encore, c'est là qu'on commence, on va. Étincelle au brasier, étincelle au brasier, étincelle au brasier, étincelle au brasier. Passe à l'action, passe à l'action, on passe à l'action, on passe à l'action. Zik en stock, c'est un festival que je connais depuis plusieurs années. J'habite à 5 minutes d'ici, donc chaque année je suis présent. Maintenant, cette année, Marcel et son orchestre obligent. On s'est déguisé un petit peu aussi à leur effigie. On s'est déguisé en vache. Avec le fiston. Avec mon fiston, voilà, c'est mon garçon, Maxence, il y a 20 ans. C'est son premier concert. Alors monsieur, bonjour. Enfin, monsieur, madame, je ne sais pas. Un petit peu des deux ce soir. C'est Guylaine, c'est Guitoun. Alors d'abord, d'où venez-vous? D'en face. Non, c'est pas des bêtises, hein, monsieur. J'habite en face, en fait. Alors que pensez-vous du festival? C'est une bonne chose, un bon événement, il y a du monde. C'est quelque chose de chaleureux à l'heure actuelle. Ça fait du bien de se détendre un petit peu, quoi. Alors qu'est-ce que vous avez pensé des deux premiers groupes? Impeccable. C'est pas mon style, mais impeccable quand même. Bon là, c'est un petit peu le déguisement pour les Marcel, c'est ça? Ouais, il paraît, ouais. On admire la tenue. Oui, alors nous sommes prêts, n'est-ce pas, Jean-Pierre? Nous sommes vraiment prêts sur les starting blocks, n'est-ce pas? On a mis nos habits de queupon. Voilà, et voilà, on est prêts. C'est parti. Et même pas peur. 3, 4, 5 et on y va. Au moins une fois par an, le docteur Yannick Carmel, conseiller départemental, s'emploie à faire venir des internes dans le Cambrésis.
Les objectifs affichés, c'est leur faire toucher du doigt les raisons d'exercer dans le Cambrésis, sans occulter effectivement les autres aspects de la vie professionnelle dans les territoires. L'objectif le plus visé, c'est d'inciter les internes de venir travailler dans le Cambrésis. Sujet très intéressant. Reportage Claude Delcourt. Alors on est au Cateau puisque aujourd'hui, comme on le fait tous les 6 mois, on accueille les internes sur le territoire. Les internes sont en stage 6 mois, ils viennent d'arriver hier et aujourd'hui c'est l'accueil du territoire. Alors ils sont 40 internes arrivés en stage cette fois-ci dans le Cambrésis. Il y en a 30 qui sont aujourd'hui avec nous puisque les 10 autres sont en cours à la faculté. L'intérêt de cette journée est double. Le premier intérêt, c'est pour eux de pouvoir se fédérer parce qu'ils ne se connaissent pas. Ils viennent de la faculté de médecine de Lille où il y a à peu près 800 étudiants. Ils ne se connaissent pas. C'est de pouvoir les fédérer dès le premier jour du stage sur un territoire et leur donner l'opportunité, l'occasion, l'envie de sortir dans le Cambrésis quand ils ne sont pas sur leur lieu de travail. Et puis le deuxième intérêt, clairement, il est pour le territoire où cette force d'alliance entre les élus et les professionnels de santé se veut être une force de proposition, une force ambassadrice pour vanter les mérites et les qualités de vie de notre territoire, puisqu'aujourd'hui les jeunes médecins qui veulent s'installer ne cherchent pas la qualité de vie professionnelle, puisqu'ils vont l'avoir à peu près partout. Ils cherchent en priorité la qualité de vie privée. Cette qualité de vie privée, le Cambrésis l'offre dans tous les domaines, culturels, artistiques, touristiques, sportifs, scolaires, universitaires. On a toute cette offre diversifiée pour les jeunes internes dans leur vie privée. On veut vraiment leur montrer tout ça et la seule façon de pouvoir leur dire que ça existe, c'est de leur montrer. Leur montrer dans des livres, ça n'a pas d'intérêt, il faut leur montrer dans la vraie vie. Et c'est pour ça qu'on est aujourd'hui ici sur le Cateau. Ils ont commencé par la ville de Cambrai avec le laboratoire culturel. On a visité la ville, on est passé devant tous les établissements de santé où chaque directeur a pu présenter son établissement. On est maintenant sur le Cateau, où on est venu visiter l'hôpital du Cateau, qui a cette particularité de faire une alliance service public, service privé. C'est exceptionnel. Et donc on leur montre aussi cette activité. On leur montre également sur le Cateau l'offre de soins salariés qui existe avec le centre de santé porté par la ville du Cateau, qui est un des rares centres dans les Hauts-de-France, et en tout cas qui a été le premier dans le Cambrésis. Et puis la troisième étape, ça sera d'aller visiter la ville de Caudry. Ce qu'on veut, c'est que vraiment, ils aient une vision globale de ce qu'est le Cambrésis. Vous savez, quand on vient de Lille, un jeune étudiant, au bout de 6 mois, si on lui montre pas ce que c'est, il va repartir en se disant le Cambrésis, au final, c'était un stage à 1 heure de Lille. Non, le Cambrésis, c'est autre chose. Et c'est notre rôle, élus et professionnels de santé, de leur montrer ce qu'est vraiment le Cambrésis. Alors ce qu'on s'aperçoit maintenant, c'est qu'il y a des internes qui achètent des maisons dans le Cambrésis. On a un exemple ici derrière nous, une jeune fille qui a acheté sa maison le semestre dernier, qui pourtant est en 2e année, parce qu'elle s'est aperçue que le Cambrésis était intéressant pour la qualité de vie privée. Et puis l'autre chose qu'on voit apparaître, c'est les jeunes qui remplacent. Aujourd'hui, les jeunes hésitent entre s'installer en libéral ou s'installer en salarié. Ils sont dans cette grande hésitation. Et on leur donne cette opportunité de faire des remplacements. 60% des gardes qui sont effectués à la maison médicale de garde de Cambrai ou le Cateau sont effectués par ces jeunes médecins en formation. Ici, sur le centre de santé territorial, c'est 2 anciens internes qui ont ici un poste de salarié. Ils ont terminé leurs études, ils ne sont pas encore thésés. Par contre, ils peuvent assister le médecin qui est présent, donc sous un poste d'adjuvat. Ils participent aux consultations du centre de santé, financé par la ville. Alors moi je m'appelle Joséphine Windal, je suis interne en 4e semestre en pédiatrie au CH de Cambrai. Cette matinée est réellement la bienvenue, ça nous permet de tous se rencontrer et rencontrer la région dans laquelle nous allons travailler pendant 6 mois. Et peut-être nous motiver pour quelques remplacements plus tard. Après le Paris-Roubaix, donc, il y a eu la réception des signaleurs. La 53e édition du Paris-Roubaix Espoir prenait donc le départ dans la cité de Matisse, avec les 162 coureurs, dont 27 équipes, pour un départ fictif à 12h10, un départ réel à 12h30. 2 tours dans la ville ont demandé de l'énergie pour assurer la sécurité. Il nous a donc fallu des signaleurs pour assurer cette grosse responsabilité. Pour leur dire merci, ils ont tous été invités à une réception. À la manœuvre, donc, Michel Richard, délégué au sport, et Philippe Wagnier, qui est chargé des sports. Reportage Claude Delcourt et André Biongou. Nous sommes là pour remercier les gens qu'on a déjà accueillis la semaine dernière pour un débriefing sur la compétition sportive qu'on a organisée dimanche dernier.
les Paris-Roubaix Espoir. Donc aujourd'hui, la compétition s'est déroulée, malheureusement avec un temps exécrable sous la pluie. Et aujourd'hui, on reçoit les signaleurs pour un petit pot de remerciements en leur disant qu'ils ont répondu tous présents. Sur les 50 personnes qu'on a réussi à contacter pour la compétition, 50 personnes étaient présentes par temps de pluie le dimanche matin. Alors je pense que c'est un exploit, on va pas dire un exploit, mais je pense que c'est quelque chose de remarquable avec le travail de Philippe Wenier qui a certes l'habitude d'avoir un réseau de signaleurs parce qu'on a déjà organisé la course cycliste des Hauts-de-France par deux reprises. Aujourd'hui, on avait besoin encore de signaleurs. Pour des raisons de sécurité, on a réussi encore une fois à ne pas faillir. Donc voilà, on les a accueillis aujourd'hui pour justement les remercier. Puis boire le pot de l'amitié, en sachant qu'à la limite, nous sommes peut-être appelés, je dis bien peut-être au conditionnel, appelés à refaire cette compétition l'année prochaine du Paris-Roubaix Espoir. Donc merci à eux et espérons que l'année prochaine on réédite cette compétition et puis qu'on puisse encore les contacter pour qu'ils répondent présents. Bon, je pense qu'en les regardant, ils sont vraiment volontaires et puis ils sont contents d'être là en fait. Ben c'est ça le plaisir, c'est qu'à la limite, ils relatent un petit peu leur poste, leur position, après avec des gens récalcitrants bien sûr. Des gens qui veulent faire en sorte de passer quand ils ont envie, de s'en aller, d'insulter, de les brimer, de ne pas les écouter parce que ça les dérange. Mais malheureusement, c'est fait comme ça. Et je pense qu'ils ont eu un message, c'est qu'ils sont là pour participer à l'organisation, mais ils ne sont pas là non plus pour se faire insulter et de se faire bousculer. Donc voilà. Et aujourd'hui, on n'a pas vraiment personne sur l'ensemble des signaleurs qui nous ont relaté des faits extraordinaires. Oui, des faits de gens qui ne sont pas très sympathiques, oui, mais bon, dans l'ensemble, ça s'est très bien passé. Et je pense qu'à la limite, ils sont tous contents d'être là. Et ça me ravit. Bon, mais pour la prochaine, on aura encore besoin d'eux de toute façon. Hein. Ah ben, j'espère qu'à la limite, quand on va les solliciter, ils vont répondre présent. Et je pense qu'à la limite, avec le groupe actuel de signaleurs, je pense qu'à la limite, on ne peut plus se tromper. Maintenant, on sait faire en sorte aussi de les, comment je pourrais dire, de les garder. Signaleurs au Cateau, on leur a offert un t-shirt, un petit stylo de la ville. On leur offre le pot de l'amitié. Et je pense que c'est une réussite parce que aujourd'hui, à 60%, les gens sont présents. En tout cas, on leur dit merci. Merci beaucoup, merci. Alors moi, je m'appelle Roxane, et puis j'étais signaleur donc durant la course Paris-Roubaix Espoir. Bon, qu'est-ce que vous avez ressenti ce jour-là ? Bon alors déjà, la météo n'était pas du tout là, quoi. Donc bon, on a pris sur nous, on était quand même trempés, mais bon, quelques petites frayeurs, mais bon, dans l'ensemble, tout s'est bien passé. Et c'est une expérience, franchement, à vivre. Bon, moi, j'avais déjà fait durant les 4 jours de Dunkerque, donc je savais à peu près comment ça se passait. Mais dans l'ensemble, moi, j'en retiens une très bonne journée. Voilà. Donc dans l'ensemble, je peux dire que vous reviendrez ? Ah oui, moi, je reviendrai. J'ai déjà fait pour les 4 jours de Dunkerque, je suis revenu là, et pourquoi pas l'année prochaine ? Bien. Voilà. Eh ben, je m'appelle Roland, voilà, et puis je suis retraité, j'habite le Cateau. Bon, voilà. Qu'est-ce que vous avez ressenti dans les minutes où vous avez été signaleur ? Un très bon moment. Parce que d'abord, j'adore le cyclisme. Et voir un peloton comme ça s'élancer d'une ville, c'est magnifique. C'est le plus beau rêve de ma vie. Ah oui. Bon, malgré tout, on a eu de la pluie, mais est-ce que ça a joué beaucoup ? Pour moi, non. Ça m'a pas perturbé, rien du tout. Et puis, tout s'est bien passé. Bon, donc, en cas de, vous reviendrez ? Ah oui, c'est sûr. Oui. Ouais. Ah oui. Bon, bonjour Bernadette. Bonjour André.
Alors, je t'invite là parce que c'est marqué signaleur. Voilà, j'ai des signaleurs en bas de la place, au bout de la rue de la République. Donc voilà, ça s'est très bien passé. Bon, quelques récalcitrants, mais je suis assez autoritaire et costaud pour pousser la marche arrière. D'accord. Alors donc, si je comprends, pour une prochaine fois, tu seras là. Je suis toujours présente quand on me le demande. Je défends ma ville, donc je défends tout ce qu'on fait. Voilà. D'accord. Ok. En tout cas, d'avance, merci. De rien. À l'année prochaine. Et dis-moi, Philippe, comment tu fais pour attraper tout ce monde-là? Parce que c'est quand même compliqué d'avoir un grand panel comme ça de signaleurs. Tout à fait. 47 signaleurs, il faut les trouver, c'est pas évident. J'ai mis 2 mois pour les trouver. Bon, en fait, tout simplement, je prends mes listes des courses précédentes. J'appelle les gens avec les références téléphoniques, bien sûr. Et ils me disent oui ou non. Et puis après, quand j'ai fini tout mon listing que j'ai, ben on va dire entre guillemets, j'harcèle les gens. Donc je vais voir les présidents des associations sportives. J'insiste, je dis il n'y a personne, il faut représenter le club, l'association. Et donc au fur et à mesure d'interpeller les gens, d'aller à leur rencontre, eh bien j'arrive à mon compte. Voilà. Il faut savoir aussi que j'ai aussi cherché les signaleurs de Fontaine-au-Bois. Parce que voilà, c'est particulier, donc j'ai trouvé là-bas des signaleurs pour eux, pour Fontaine-au-Bois, en plus. Voilà. Donc ici, il y avait 47 signaleurs, plus les agents de la police municipale, donc les collègues, et 7 gendarmes, pour un parcours fictif de 6 km et demi. Voilà. Bon, attends, pourquoi tous ces signaleurs-là, ils sont du Cateau ou ils viennent de... Ah non, ils viennent de tous les horizons, hein. Comme je disais tout à l'heure à la réunion, hein. Ils viennent de Neuilly-Mines, Marc-en-Barœul, Saint-Amand-les-Eaux, j'en oublie, hein. Après au secteur, il y a aussi Solesmes, Cambrai, après c'est Neuvilly, Landrecy, Bazuel, Ors, faut pas que j'oublie personne. Maintenant, le Cateau, bien sûr. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Voilà, même du Pomeroy aussi. Voilà. Ouais. Bon. Donc mon horizon est assez large. D'accord. Voilà. C'est pas compliqué d'avoir un tel réseau, c'est grand, hein? Si, c'est très compliqué, parce que voilà, derrière il faut les récompenser, parce que le rôle du signaleur c'est pas évident. Donc il faut savoir les attirer pour une prochaine course, les remercier. Les fidéliser, quoi. Fidéliser, voilà, chercher le mot. Et voilà, je pense que depuis quelques années on joue bien le jeu pour fidéliser nos signaleurs, là, parce que j'en retrouve au moins 60% des anciennes courses. Voilà. Donc c'est déjà pas mal. En tout cas, merci pour le boulot. Hein. Bah, merci à vous, hein. Merci à monsieur le maire et à monsieur Michel Richard, élu au Dégué au Sport, de leur confiance, et l'ensemble des élus, voilà, en particulier toi aussi André. Et puis voilà. Merci. Bah, merci. Allons donc à l'Assemblée générale de l'AMFR. Dans ses propres locaux se tenait donc l'Assemblée générale de l'AMFR. Deux animateurs de marque sont à signaler. M. Jacques Hencar, président du conseil d'administration, et Alexis Sudry, directeur de l'AMFR. Le reportage est de Claude Delcourt. Donc aujourd'hui, notre assemblée générale, on a exposé l'exercice 2022 avec une thématique basée sur le management des équipes par nos valeurs. Donc nous sommes en plein développement, nous sommes passés d'une situation où nous étions 15 salariés en 2015 et aujourd'hui nous sommes 28, ce qui nous amène à reconsidérer le management de la maison familiale et dans une dynamique positive puisque nous sommes toujours en croissance et dans nos 3 pôles de formation. Donc des résultats financiers corrects. Bien sûr, on subit de plein pot la crise énergétique, hein, avec des augmentations du pôle énergie, le gaz, l'électricité, qui impactent à hauteur et les coûts alimentaires qui impactent à hauteur de 100 000 € à peu près la maison familiale sur cet exercice, puisque là, on est contraint, on subit les choses, quoi. Voilà. Donc un résultat qui reste positif,
Donc ce qui nous permet aussi de garder pour les familles un niveau de pension acceptable, quoi. On ne répercute pas la hausse entièrement. Alors en ce qui concerne nos projets, donc nous sommes obligés de geler un peu notre projet par rapport à la création de l'internat que nous voulions faire sortir de terre. Le projet, c'est un projet de 120 places d'internat. Aujourd'hui, l'arbitrage pour les subventions est tombé, donc ce qui ne nous met pas en position favorable. Et bon, la mauvaise nouvelle, c'est qu'on est obligé un peu de geler le projet dans le court terme. Voilà. Alexis ? Non, mais simplement que l'Assemblée Générale, c'est toujours un moment important, hein, c'est l'organe souverain d'une association, donc c'est le moment de rencontrer les familles. On voit bien que les familles sont préoccupées par l'internat, puisqu'il est vieillissant, c'est un vrai projet structurant. Vous avez vu les familles tout à l'heure, vous avez assisté, on a eu des plaintes un petit peu sur le niveau, la qualité de l'internat, même s'il est très correct, mais c'est vrai qu'on est sur des chambres collectives de 8 à 10 personnes, on n'est plus du tout dans l'évolution sociétale sur l'internat des filles, et il va falloir faire quelque chose urgemment. Donc pour ne pas rester un petit peu sans rien faire, même si on est toujours à l'activité, on veut rester actif sur l'aménagement de nos bâtiments. Il nous reste le bâtiment en fer à aménager derrière l'ancien bâtiment Miceli, où on va en faire un amphithéâtre, une salle de classe et puis un bloc WC alimenté par nos eaux pluviales, ce qui va nous permettre aussi d'accueillir plus de personnes sur la maison familiale. Mais malheureusement, on n'aura pas plus de logements ou on n'aura pas plus de qualité, de capacité de restauration, ce qui va freiner le développement de la maison familiale et du campus Univers Cascade également. Nous avons donc 3 pôles de compétences, une partie agricole, une partie équine et une partie développée depuis 2 ans, on a un pôle sport. Donc avec l'arrivée, nous sommes reconnus centre de formation par apprentissage, CFA, ce qui fait que les jeunes essentiellement en pôle sport sont apprentis. Notre formation supérieure, les BTS production animale, sont apprentis et on a bon espoir cette année de passer le cap des 100 apprentis. Donc encore ce qui confirme notre dynamique pour le territoire. Alors au niveau formation initiale, donc nos compétences vont de la seconde au bac professionnel. Là, dans les 3 pôles de formation, surtout 2 pôles de formation. Et nous arrivons à un effectif nous sommes, comme on dit, full, puisque nous arrivons à un effectif de 180 élèves sur les 3 années de formation. C'était la remise des diplômes pour les bacs pro et les BTS, essentiellement. Donc ça nous permet déjà d'accueillir nos anciens élèves, leur donner le diplôme, de savoir ce qu'ils font et leur insertion dans le monde professionnel. Beaucoup sont en poursuite d'études, donc aussi c'est une satisfaction pour nous, ou en emploi. Voilà. Donc très satisfait. Et même certains, je crois, sont embauchés par leur maître de stage pendant la formation ici. Oui, ça arrive fréquemment, puisqu'aujourd'hui on est quand même une période où les patrons sont en recherche d'emploi et le marché est plus serré, donc ce qui fait que les maîtres d'apprentissage qui ont des jeunes chez eux qui font satisfaction sont très souvent embauchés. Voyons ce qui s'est passé avec la visite de la ferme Ennio à Croix-Caluillou. Il y a quelque temps, notre équipe s'est transportée sur les lieux afin de se rendre compte de ce qui se passe à la ferme Ennio. Une vaste étendue caractérise à première vue la ferme où se côtoie une grande diversité de races de vaches pour la laiterie, la boucherie et j'en passe. Une visite bien détaillée, comme vous allez le constater maintenant, par la voix de M. Guillaume Ennio. Reportage Claude Delcourt et André Biangou. Bonjour, Guillaume Ennio à Forêt-en-Cambrésis. Bienvenue à la ferme ici chez nous. Donc on est éleveur à Forêt depuis 3 générations. On a un petit peu toute race d'animaux, donc de la charolaise, de la blonde d'Aquitaine, de la partenaise.
Et on fournit les magasins ici locaux. Bon, c'est une fierté pour nous, hein. Le local c'est important et puis ça fait plaisir de retrouver nos produits dans des étals ici de proximité. Donc bon, je ne vais pas les citer, mais un petit peu dans le secteur des grandes surfaces, des bouchers, donc il y a un petit peu toute la gamme. Des animaux plus ou moins valeureux. Bon, après, et nous, on nourrit nos animaux de manière traditionnelle, donc naissage au pâturage, l'élevage, donc qui est plus ou moins variable suivant l'âge à déterminer de l'animal. Et puis la finition qui est importante pour faire une bonne viande avec des produits issus de notre exploitation pour la plupart. Je vous montrerai un petit peu tout ça, ce qu'on fabrique nous-mêmes notre aliment avec un nutritionniste. Donc des produits nobles qui permettent de faire une bonne viande. Alors pour avoir une bonne viande, il faut quoi exactement? Ah, des bonnes nourritures, de la passion, savoir jusqu'où l'animal peut aller pour faire la meilleure viande. De la tranquillité, vous voyez ici autour les animaux, ils dorment, ils sont tranquilles, ils sont bien. Il faut, je disais des nourritures nobles, donc du colza qu'on va produire chez nous, de la betterave, du maïs, de l'orge. Tourteau de colza. Donc nous on livre ça à la COP de Saint-Hilaire et ils pressent la graine, ils vendent l'huile en bouteille maintenant. Ouais. Dans les magasins, et nous on récupère ici le tourteau. Donc il reste un petit peu d'huile dedans, hein. Ah ouais. Parce que c'est pressé à chaud, c'est pas pressé c'est pas fait chimiquement. Hein. Donc là vous retrouvez la luzerne, la pulpe, le maïs, un petit peu de lin, voilà, un petit peu tout dedans. Donc ça, c'est ça qui va faire la couleur de la viande, avec l'herbe, parce que c'est plein de carotène. Ah oui. Y a que quelques races qui pourraient être nourries juste à l'herbe. Il faut savoir attendre. Parce qu'il faut être patient, c'est un petit peu comme un bon vin, il y a des choses qui se font tout doucement. Et puis des gens passionnés, un bon boucher derrière qui va bien découper l'animal, savoir l'attendre un petit peu aussi dans ses frigos, et puis des consommateurs qui apprécient nos produits. Voilà. Vous disiez tout à l'heure que la grosseur de l'animal fait la qualité de la viande. Ah, la grosseur de l'animal, oui. C'est-à-dire qu'un animal qui est maigre ne fera pas une bonne viande. Il faut qu'il y ait ce qu'on appelle une période de finition de la viande. S'il est maigre, il n'est pas dans son état optimum. Et à la fin, vous allez être déçu, vous allez trouver un morceau plus dur, ça va certes être plus maigre, mais moins bon à manger, à mon avis. Bon, quels sont les aliments qui font de l'animal une bonne viande? Ah, les aliments, l'herbe principalement, parce que c'est quand même la base pour le bovin. Manger de l'herbe, toute sa vie, il en ingère, à mon avis, 80%. Après, on leur amène, je peux montrer un petit peu la nourriture, ce qu'on fabrique chez nous. Donc, ici, c'est un mélange dit fermier. Donc, fermier, à la base, ça vient de chez nous à 80%. Donc, de la pulpe de betterave, du maïs, de l'orge, un petit peu de paille de lin, du tourteau de lin, du tourteau de colza, on vend l'huile et on récupère notre tourteau, là ça fait à la COP de Saint-Hilaire. Bon, il y a un petit peu la formule magique, on a le nutritionniste qui passe et puis on change un petit peu suivant les attentes des bouchers, on fait des petites variations, de la luzerne aussi pour donner la couleur à la viande. Le foin, le soir, elles aiment bien avoir leur petite carré de foin. Et après, chacun a sa petite formule, sa petite recette magique pour faire la bonne viande. Voilà. Je pense qu'après,
Et puis du temps, il faut du temps pour faire la viande. Ça se fait pas pour avoir un bon animal, il faut de la patience. Voilà. Bon, quelles sont les races que vous avez ici? Alors, les races. Les races, ici, dans la zone nord, on a beaucoup de races. Parce qu'on n'a pas des clients qui veulent tous la même chose. Donc, on a de la charolaise principalement, la blanc-bleu qui est la race locale. Après, on va avoir de la limousine, de la partenaise. Les attentes des bouchers sont différentes suivant les secteurs. Le chef boucher qui veut travailler plutôt une génisse ou une vache. Il y en a certains qui vont préférer travailler un mâle. Chacun a une attente différente. Bon, ici, on a principalement donc, de la charolaise, de la limousine et de la partenaise. Et on élève un petit peu de blanc-bleu, mais qui est une race qui se perd tout doucement au fil du temps parce qu'elle est plus difficile à élever. Et ça, c'est la race locale, la blanc-bleu, sinon. La race blanc-bleu, on l'a ici derrière. Ils sont tous en train de dormir, là. Un petit peu, donc justement, ça, c'est une race un petit peu qui va se tuer plus maigre à la fin, plus tendre, mais un peu moins goûteuse. Voilà. Mais principalement, ça va être la charolaise. Hein. Bon, est-ce que toutes les races sont nourries de la même façon? Moi, je voulais dire, est-ce qu'elles consomment de la même façon? Non. Alors, les races, tout est différent, justement. On a des races plus ou moins rustiques qui vont manger beaucoup plus d'herbes, comme la Salers, l'Aubrac, race de la montagne, donc qui va se contenter des rations, parce à l'origine, elles ont plus de mal dans les montagnes à se nourrir, donc beaucoup plus d'herbes, et juste avec un petit peu d'herbe, elles vont parfois arriver à l'optimum de l'engraissement. Par contre, la blanc-bleu, qui est une race de la plaine, donc pays plus riche, elle va avoir besoin de plus de matière noble à la fin pour la nourrir. Une charolaise, pareil, elle est plus du Morvan, elle est habituée quand même pas dans son terroir à avoir un climat un peu plus rude, elle va être plus rustique, elle va manger un peu moins d'aliments à la fin. Elle va se faire plus naturellement à l'herbe. Et l'herbe, c'est quand même la base et c'est ça qui donne le bon goût à la viande. Donc plus elle va en manger, plus on a de chance d'avoir une viande goûteuse. Et vous gardez vos animaux pendant combien de temps ici? Alors les animaux, ils peuvent rester ici quand une génisse naît ici et qu'elle va faire des veaux, elle peut rester jusqu'à une douzaine d'années chez nous. Tant qu'elle fait des veaux et puis que tout se passe bien, on les garde, il n'y a pas de souci. Après, un jeune bovin, ici on a des jeunes bovins, l'âge de départ ça va être 2 ans. Voilà, ça c'est le minimum, 2 ans. Après, on a des génisses qui peuvent partir à 3 ans, 4 ans, ou alors après des vaches 6, 7, 8 ans, et je vous dis jusqu'à 12 ans. Bon, ça c'est vraiment un maximum dans l'âge, la vie d'un animal, d'un bovin. Voilà. Quels sont les dangers que vous courez ici avec ces animaux? Les dangers. Alors là, les dangers, vous m'en posez une bonne. Le loup, mais on n'en a pas encore. Non, mais on a des régions en France où il y a des loups. Et ils sont très très embêtés avec ça. Bon, nous, on ne l'a pas. Les dangers, quand on avait souvent les gens qui venaient nous ouvrir les barrières ou des choses comme ça, quand on avait vraiment une poussée végane ou des L214, etc., on était quand même fort impacté avec ça. Bon, après, des dangers particuliers, non, si ce n'est ne rentrez pas dans les pâtures quand il y a marqué taureau ou une bête méchante. Les dangers, ils sont là, parce que ça reste un animal très, très doux, très docile, mais le jour où il est énervé, c'est une force terrible. Hein, ça peut tuer un homme, il n'y a pas là-dessus. Ou une mère, une vache qui vient de véler, qui vient de faire son veau, elle peut devenir très agressive. Hein. Donc attention à la cueillette des champignons quand il y a des vaches, ça peut être dangereux. Surtout dans nos races charolaises, dites un peu rustiques, une Holstein va être plus douce parce qu'elle est habituée au contact de l'homme. Nous, elles vivent quand même à l'état un petit peu plus naturel, dit sauvage. Elle peut être agressive. Hein. Voilà, pas de risque particulier sinon, à manipuler avec précaution, mais pas de risque particulier. Bon,
Tous les petits, on les voit pas. Comment ils grandissent vite, c'est... Ah, alors tous les petits, il y en a encore une grosse partie en pâture. Et après, les petits, le naissage, il se fait dans un bâtiment à part. C'est-à-dire qu'ici, vous êtes dans un bâtiment où on réalise l'engraissement. Donc là, ils sont avec des nourritures plus nobles. Tandis que tout ce qui est naissage, élevage, va se faire à l'herbe. Donc on a des surfaces de prairies naturelles et les animaux, ils passent l'année en prairie, ils vont être rentrés là, on est en route à les rentrer ou ils vont rentrer bientôt. Donc là l'hiver ça va être nourriture foin, paille, un petit peu de complément mais très peu, nourriture beaucoup plus simple. C'est vraiment la période finale de ce qu'on a dit de finition où on amène une nourriture plus riche pour amener justement, comme je vous disais, cet optimum, cette jutosité ou tendreté à cette viande, on est obligé de passer par cette période de finition. Voilà. Et qu'on réalise chez nous, ici. Ici, tout est fait sur place. Je vous disais tout à l'heure, donc on récolte du colza, de la betterave, de l'orge, du maïs, de la luzerne. Donc on a un nutritionniste qui vient de temps en temps et qui nous élabore une recette. Suivant ce que les bouchers, les attentes des gens qui la consomment. Donc on fait varier cette recette parce que justement avec ce qu'on donne à manger nos animaux, on a une viande plus ou moins différente. Donc nous il faut qu'elle soit savoureuse et tendre, donc on essaie de mettre des matières, leur donner à manger des choses qui vont permettre d'avoir cette viande de qualité. Est-ce que les nutritionnistes vous déconseillent certains aliments? Oui, il y a des produits déconseillés. Il y a des produits, on sait pertinemment que l'animal va prendre du poids, mais ne va pas faire une bonne viande, donc on les évite. On pourrait très bien le faire, mais le but n'est pas là. Le but est d'avoir une clientèle contente de nos animaux derrière. D'ailleurs, on a été visiter il n'y a pas longtemps avec des chefs bouchers un abattoir. On a retrouvé nos carcasses, on a vu un petit peu ce que ça faisait derrière. Et quand la qualité est là, tout le monde est content, quoi. Et maintenant, comme je vous disais, je vous ai préparé une petite brève concernant donc la brocante au quartier Schweitzer, au Cateau-Cambrésis. Ça sera pour le dimanche 11 juin 2023. Elle est organisée par l'APE, entendez par là, Association des parents d'élèves et les enfants de l'école Curie. Cela se passe de 8h à 18h. Alors, les conditions, donc 5 € l'emplacement, une façade de maison pour les particuliers et 15 € pour les professionnels. Buvette et restauration sur place, alimentation réservée aux organisateurs. La réservation peut se faire au 06 84 41 14 63 ou chez monsieur et madame Vitas au 64 rue Albert Schweitzer à Le Cateau-Cambrésis. De toutes les façons, pour ceux qui auront raté cette diffusion, le télétexte vous en dira plus. Et maintenant, partons avec les archives de Beffroi Vision. En plongeant donc dans les archives de Beffroi Vision, vous découvrirez un cross inter-école. Il s'agit donc de l'école Saint-Joseph du Cateau et l'école Saint-Michel de Caudry. Cross inter-école aux Essarts. Saint-Joseph contre Saint-Michel de Caudry. A été organisé au niveau de 2 écoles, de Saint-Michel-Caudry et de Saint-Joseph-le-Cateau, un cross inter-école, et ça se passait cette année au stade des Essarts à Le Cateau. Alors c'était les élèves concernés du CP au CM2, et puis chacun a couru, et il y a eu là, vous venez de le voir, une remise des trophées pour les 3 premiers chez les filles et les 3 premiers chez les garçons. J'ai cru quand même remarquer que Le Cateau dominait. On ne peut pas dire que Le Cateau dominait, mais peut-être qu'ils étaient entraînés, ils se sont entraînés un peu plus peut-être. Et puis ils connaissent le terrain.
Alors ça a été une matinée très très sympathique. Nous prendrons notre revanche l'année prochaine dans la bonne humeur et la compétition. L'école est vraiment très contente d'avoir pu participer à ce cross organisé par le Cateau. L'année prochaine donc le cross se déroulera à Caudry, dans un stade à Caudry. Bon, vous avez perdu, je crois. Oui! Qu'est-ce que vous allez faire l'année prochaine? Gagner! Où? À Caudry! On est les plus forts! Mais pas aujourd'hui. Non! Non, mais la priorité, c'est quand même de courir et vous faire plaisir. Oui! Les jeunes, vous avez gagné la coupe? Oui! Alors, qui a gagné? Le Cateau! Tu es en quelle classe? En CE2. Alors donc tu as gagné pour les CE2 toi? Ouais. Alors comment t'as fait pour gagner? Raconte-moi un petit peu. Bon, il faut partir pas trop vite au début et puis partir vite à la fin. Tu es une championne généralement en la course? Non, pas spécialement. C'est la première fois? Ouais. Bah, bravo alors hein. Voilà, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, j'ai été très heureux de vous présenter cet hebdo-journal et je vous recommande de nous suivre dans nos multiples rediffusions et surtout dans les réseaux sociaux. Il ne reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne semaine et à bientôt.